C'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'homont et cette semaine je rencontre Jean-Baptiste Blanc qui est basé à Shanghai et qui gère aujourd'hui la société Splio. Alors vous allez voir que je vais faire un petit lapsus au début puisque je vais parler d'agence, il va me reprendre comme quoi c'est une société de service qui a un produit et il va nous expliquer vraiment aujourd'hui comment Splio accompagne ses sociétés et ses clients en termes de gestion surtout des data pour lier à du marketing, de la vente, etc. Ce qui est intéressant avec Jean-Baptiste, en fait, c'est qu'il a passé une très grande partie de sa vie à travailler pour un très beau groupe qui s'appelle Accor, et il a connu toutes les premières heures du digital, on va dire, dans la vente en ligne concernant l'hospitalité, et spécialement en Chine, avec les débuts de WeChat, les débuts de tous ces sites internet, de Ctrip, de tout ça. Et il va nous expliquer finalement comment il a vécu cette expérience-là, qui devait être vraiment à la fois palpitante et excitante, mais en même temps très usante, avec tous les changements qu'il y a pu avoir en permanence. On rentre bien dans le détail, je comprends bien en fait le parcours qu'il a eu, ce qui n'enlève rien à l'intérêt de Jean-Baptiste, c'est qu'il est aussi entrepreneur, puisqu'il a lancé une société, il a identifié une opportunité très intéressante à un moment, et avec des partenaires, ils ont réussi à présenter ça à leur société, et il va nous expliquer comment ça s'est passé. Donc ils ont présenté ça à Accor pour faire de l'intrapreneuriat. Il va nous expliquer aussi où en est cette société aujourd'hui, puisqu'elle a continué à se développer, surtout basée à Paris. Et donc on parle du management, on parle de la gestion d'équipe, de la différence de taille aussi, la différence d'être dans un très grand groupe et dans une toute petite société, les choix qu'ils ont fait aussi en venant s'installer avec sa famille, les choix qu'ils ont fait en venant s'installer en Asie. Et on passe un bon moment avec Jean-Baptiste, on parle beaucoup de la Chine, de la rapidité de développement des nouvelles solutions qu'il pourrait y avoir en ce moment. On parle de solutions où des sociétés vont mettre des gros budgets alors que ces plateformes n'existaient pas il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Et donc on est tout en fait en droit de se demander mais qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois ou dans un an. Et c'est un petit peu difficile à dire. En tout cas, on passe à un excellent moment, c'est une bonne conversation et j'espère que vous allez également apprécier. Je vous laisse pour l'instant en compagnie de Jean-Baptiste et je vous retrouve à la fin pour un petit mot. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Greg. Bienvenue sur un tout nouvel épisode de podcast pour Backstage. Du coup, on est dans tes bureaux, on est dans les bureaux de l'agence Splio, en plein centre de Shanghai. Comme je disais dans l'ascenseur à l'instant, parce que je suis monté avec des personnes de ton équipe, ça fait 14 ans que je suis à Shanghai, je suis rentré dans beaucoup de buildings, tu vois, j'en ai fait des réunions et je suis jamais rentré dans ce bureau-là. Toi, tu es en plein centre là, à Nantinglu. Ça fait combien de temps que vous avez bougé dans ces bureaux ? Ça fait un peu moins de 2 ans. D'accord, très bien. Moi, je suis là depuis 1 an et demi, mais ils ont bougé en fin 2017. D'accord. Donc justement, tu es là depuis 1 an et demi. Alors, comment tu es arrivé ici chez Splio ? Qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui alors ? Alors, l'histoire est assez longue, comme l'histoire de chacun, mais moi, ça fait 8 ans que je suis en Chine, à Shanghai. Je suis arrivé ici un peu par hasard, comme beaucoup de gens qu'on rencontre. Ouais. J'avais pas forcément d'appétence pour la Chine et le marché chinois. D'accord. Je travaillais pour le groupe Accor, les hôtels Accor, depuis 2000. Donc je suis arrivé donc en 2011. Okay. J'ai travaillé 11 ans pour le groupe Accor aux États-Unis, puis en France. À quel poste ? Tu faisais quoi ? Alors aux États-Unis, d'abord dans des postes plutôt sales. Aux États-Unis, on avait un gros enjeu de vendre les marques du groupe sur le marché américain. Donc j'ai commencé comme ça en fait en stage à l'époque. Et puis je suis resté 4 ans à New York. Et puis après je suis rentré en France pour continuer à travailler sur des jobs sales, toujours sur les marchés US et UK, okay. Depuis la France. Et puis après j'ai bougé sur des fonctions marketing. Corporate. D'accord. Et donc j'avais un job à l'époque où j'ai bougé en 2011, j'avais un job qui était super intéressant. J'étais le bras droit du CMO, d'accord. Et donc une de mes missions, c'était de créer une filière marketing pour justement faire bouger les équipes entre les pays. Et donc à un moment, je bossais sur le projet. Et puis à un moment, cette personne, mon boss, m'a dit mais écoute. Tu sais quoi, si jamais la filière voit le jour, limite tu vas être le premier à la tester. Donc une fois que tu as mis en place le projet, il faut que tu nous montres un petit peu, il faut qu'on regarde comment ça fonctionne et puis tu vas prendre le premier job justement qu'on va créer. D'accord. Et il se trouve quelques mois après ça, parce que je suis resté même pas 1 an et demi dans ce job,
Donc j'avais pas mal de visibilité dans le groupe. Hein. On avait des gros enjeux en Asie et en Chine. C'était un poste très transversal, pardon. Ouais. Hyper transversal, mais qui me donnait beaucoup de visibilité à l'époque chez Accor. Et donc j'ai eu cette relation avec le patron de la Chine à l'époque, qui est un Australien, qui venait régulièrement pour des COMEX et puis des grosses réunions à Paris, qui un jour, un matin, m'a dit écoute, il y a un job pour toi, tu as 15 jours pour me dire si tu es intéressé. Et si tu es intéressé, il faut que ça se fasse très vite. Ah, d'accord. Et donc ça s'est fait comme ça. Donc forcément, 15 jours, c'était discussion avec ma femme, est-ce que tu veux aller en Chine? Non. Moi non plus, j'avais pas envie. Et puis finalement, bon bref, je te passe les détails, mais on s'est dit le risque, ça serait de ne pas y aller. Ouais, c'est l'opportunité. Parce qu'on a 30 ans, parce que c'est la Chine, et puis il faut qu'on y aille. Et puis si on est malheureux là-bas, bah, c'est pas grave, on fait nos bagages et on rentre. Et on avait 2 petits-enfants à l'époque, et qu'on a toujours, mais qui étaient très jeunes. Et c'était pour un poste basé à Shanghai? Alors pour un poste basé à Shanghai, Accor avait des gros enjeux autour du développement de marques. Donc forcément on voulait localiser nos marques, mais on avait besoin moi j'avais une expertise autour des marques groupes, et on avait besoin quand même de s'assurer que les basiques de la marque étaient en place pour pouvoir ensuite les localiser, localiser l'offre de produits et services, etc. Donc en fait je suis arrivé pour un job de brand director, où j'étais en charge de contrôler, en fait, de mettre en place les marques, et j'ai notamment le gros projet sur lequel j'ai bossé, c'était le lancement d'une marque locale pour le marché chinois. Qui s'appelle en français Grand Mercure, et qu'on appelle Meizhui, et donc qui est une marque qui était vraiment c'est la première fois qu'Accor, que le groupe hôtel lançait une marque qui était destinée à un seul marché, à la clientèle chinoise, en Chine et en dehors de Chine. D'accord. Donc voilà, donc ça c'était un projet passionnant, et donc on est arrivé là en 2011. Il s'est passé beaucoup de choses, le groupe Accor a vachement évolué. On s'est beaucoup développé. Toi, t'es arrivé tout de suite avec... Il y avait une équipe, du coup, tu as pris la main d'une équipe, ou c'était vraiment une création de poste, et à ce moment-là, il fallait créer l'équipe qui allait avec? Comment tu t'es débrouillé en arrivant? Alors, il y avait une équipe. Il y avait pas mal de changements autour des marques. On avait créé des joint ventures, des filiales différentes. Parce que Accor a la particularité d'être un groupe hôtelier qui a toujours été présent du budget au luxe. Donc on avait des marques tu vois, de Ibis à Sofitel, Fairmont ou Raffles aujourd'hui, qui sont des marques encore plus luxueuses. Donc on a vraiment un range, un panel extrêmement important de marques. Il y a une 30aine de marques aujourd'hui. Et donc il y avait quand même des setups différents qui avaient été mis en place en Chine. Donc l'idée était quand même de rationaliser, de redéfinir quel était le portefeuille de marques pour le marché chinois, donc de rationaliser, de recentrer notre activité sur les marques qu'on voulait développer, et puis de localiser aussi. Donc clairement, tu avais une équipe avec toi qui allait t'aider à faire ça. Je te pose la question parce que quand tu arrives de Paris et que tu as travaillé beaucoup aux États-Unis, tu arrives ici avec un management à la chinoise, en Chine, avec une équipe dominante chinoise, on va dire. Ça a été difficile, l'adaptation au début? Ouais, c'était pas simple. Alors après, cette personne, qui était le CEO de Accor en Chine, cet Australien, m'a fait venir pour une expertise vraiment particulière, grâce à ma connaissance des marques du groupe, des marques existantes. Donc je suis arrivé vraiment avec mon expertise qui était pas mal valorisée auprès des équipes chinoises, qui avaient plutôt des connaissances sur le marché, mais qui ne connaissaient pas bien. Comme tu sais, il y a beaucoup de turnover en Chine, donc c'était des gens qui n'étaient pas là depuis très longtemps. Et donc du coup, ça c'est pas mal, le fit, ça a plutôt bien fonctionné. Ce qui est bien souvent la clé en fait, parce que toi tu arrives avec une vraie expertise sur un domaine que eux ne maîtrisent pas dans ces cas-là, et c'est là où en fait le management il se fait assez bien normalement, parce que on va te respecter pour ton savoir en fait, et toi tu as une connaissance très profonde sur une verticale. Et c'est là où tu arrives à bien t'imposer. Exactement. Et donc pendant 1 an et demi, je me suis vraiment concentré sur ce que je savais faire, ce que je pouvais apporter au marché et aux équipes ici. Et forcément, j'ai gagné en compétences. La partie digitale, après je suis devenu directeur marketing et j'ai repris toute la partie digitale que je ne maîtrisais pas du tout en arrivant. Ni de façon globale et encore moins sur le marché chinois. Donc c'est des trucs que j'ai appris en travaillant sur d'autres sujets. Donc c'est vrai que le fait d'arriver sur une expertise hyper précise qui apportait de la valeur à l'équipe existante m'a permis d'évoluer en fait d'année en année, d'apprendre, de comprendre, de prendre plus de responsabilités. Donc ça s'est fait de façon assez smooth. Et du coup, le digital, quand tu as commencé à faire le digital, j'imagine qu'un groupe comme Accor, même en Chine,
ils sont arrivés dans le digital très tôt, enfin parmi les premiers acteurs. Alors en Chine aussi, j'imagine que c'était comme ça. Donc toi, tu as appris le digital, tu t'es mis dans le digital, du coup, il y a combien d'années maintenant? Donc moi, je suis arrivé en 2011. En 2013, j'ai repris toute la partie digitale et puis après l'ensemble du marketing. Ce qui était passionnant pour moi, c'est qu'en fait, de ces années 2011 à 2017, quand je suis parti, en tout cas, on a vécu quand même un certain nombre d'innovations. Cet écosystème digital s'est construit. Ah, ça a explosé autour de ces années-là. Et donc, moi je m'amuse souvent à dire qu'en fait, j'ai vécu c'est-à-dire qu'il y avait des innovations et puis il fallait trouver des réponses. Donc, au départ, on n'avait pas de site web en Chine. On avait un site global qui ne fonctionnait pas en Chine. Ah oui, bien sûr. Et donc, en 2011-12, on se dit il faut qu'on ait un site quand même pour pouvoir vendre auprès des Chinois. Donc là, on crée un site .cn. On se rend compte quand il est lancé qu'en fait il n'est pas mobile friendly et qu'en fait il y a un switch qui est en train de se faire vers le mobile. Donc là on se dit notre site il faut qu'il soit mobile, donc on développe une version mobile. Et puis après on se rend compte qu'en fait c'est super sympa, ça marche bien, c'est plutôt rapide, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de booking et on se rend compte qu'en fait on n'a pas intégré les bons systèmes de paiement. Okay. UnionPay, puis par la suite les autres systèmes qu'on connaît, les Alipay et les WeChat Pay. Donc après on travaille sur la partie paiement. Et puis en parallèle, on a un concurrent, ça c'était en 2015 je pense, 2014, un concurrent, un gros groupe hôtelier qui pour Double Eleven de cette année 2014-2015 lance son Tmall Store et là fait un carton. Et donc nous on se dit, en fait maintenant le e-commerce c'est plus sur notre site. Alors ça y est, on a un site mobile avec du paiement. Mais ils sont déjà passés à autre chose. Maintenant il faut aller sur Tmall. Donc là on a 6 mois pour ouvrir notre Tmall l'année suivante pour pouvoir capturer du trafic et des ventes sur Tmall pour le Double Eleven de l'année suivante. Forcément, tout le monde fait la même chose. Ouais. Donc l'année suivante, les performances ne sont pas les mêmes parce qu'il n'y a plus un acteur sur Tmall, mais tous les groupes hôteliers ont leur flagship store. Puis après, il y a l'histoire de WeChat où on se dit il faut. Donc en fait, il y a eu 5, 6, 7 années où tous les ans, il y avait un sujet différent sur lequel il fallait sortir un truc. Quoi. Et puis c'est la course en fait, c'est ça, c'est celui qui va identifier quelque chose en premier quasiment. Puis alors, maintenant avec les réseaux sociaux, on l'a vu avec WeChat, mais aujourd'hui, on parle de Douyin, de TikTok en permanence. Dans 6 mois, on parlera peut-être d'autres choses. Et en fait, c'est ça, je pense que même pour des grands groupes qui essayent d'être un peu, comment dire, un petit peu en avant sur toutes ces choses-là, justement, c'est de l'innovation, en fait, de réinventer tout ça régulièrement, plusieurs fois par an. Donc vous étiez toujours à la traîne, en fait, quelque part. T'as entièrement raison, c'est un truc qui a fini par muser en quelque sorte, hein. On en parlera après, mais ça a aussi expliqué ma décision de faire autre chose. Mais en fait, il y a un historique, c'est des grosses boîtes avec une grosse inertie et finalement c'est compliqué d'aller prendre des décisions de façon globale, encore plus en Chine parce que tu dois les convaincre. Forcément, en plus, nous on était sur l'hôtellerie, on parle de voyageurs globaux, donc tu peux difficilement, il y a des marques qui arrivent à localiser leur business complètement. Toi tu parles de gens qui voyagent, donc tu veux leur vendre tes hôtels en Chine mais en dehors de Chine. Donc quand on parle du paiement par exemple, à l'époque UnionPay, c'est sympa de pouvoir offrir le paiement des hôtels en Chine, mais nos clients chinois ils voulaient pouvoir réserver un hôtel à Paris ou à Singapour, donc il faut aller convaincre les hôtels et les banques des hôtels ou les banques des pays d'accepter UnionPay. Donc tu vois, c'est un travail énorme. Et typiquement, je te prends un exemple, mais quand on a fini par avoir, je crois, 250 hôtels qui acceptaient UnionPay, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens ils utilisaient Alipay. Donc tu vois, et donc en fait, l'enfer. Ça se termine jamais, quoi. Donc, mais c'est pas simple. Hein. Il faut une agilité totale. Et pour ça, il faut être capable de localiser. D'avoir une espèce de deuxième moteur pour la Chine avec des services support, avec ton IT qui est relocalisé en Chine, avec toutes tes équipes stratégiques qui ont une capacité à réfléchir dans l'écosystème local, quoi. Et tu vois, ça c'est un problème, on en reviendra après, on reviendra dessus avec tes différentes expériences et aussi ce que tu fais aujourd'hui. Mais on le voit bien que des sociétés ou des marques qui veulent se lancer en Chine, que d'un coup elles comprennent que le développement web, il va falloir qu'elles fassent quelque chose qui soit pratiquement mobile-centrique à 100%, il va falloir faire du WeChat, il va falloir créer tout un tas de choses, et il y a plein de marques qui se disent mais
c'est juste pour la Chine en fait, c'est juste pour ce marché chinois, et c'est là où ça devient très compliqué, parce que là pour Accor, ce que vous avez développé juste pour le marché chinois, qui représente un chiffre d'affaires j'imagine considérable dans le groupe dans tous les cas, mais pour plein de petites sociétés, c'est d'avoir une stratégie tellement dédiée à un marché comme ça, sans trop savoir en plus combien de temps ça va durer, comme tu disais, tu vois, c'est que tous les 6 mois ça change, donc le budget qu'on va mettre maintenant, il va falloir peut-être le remettre sur autre chose de complètement différent dans un an, quoi. Donc ça a dû être... Tu vois, ça me fait penser à... J'avais une discussion récemment avec un de nos clients chez Splio, une boîte de cosmétiques de taille moyenne, et on parlait avec le fondateur, qui était en Chine, en visite. D'accord. Et en fait, on parlait de tous ces sujets. Et il nous disait, mais en fait, je suis en train de réaliser que moi, mon mode de développement... aujourd'hui, je suis présent dans une dizaine de pays, depuis la France, et je me suis développé de façon à petits pas dans des pays où je fais des économies d'échelle, je capitalise sur ce que je sais faire en Europe, et puis j'étends sur différents marchés. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'en Chine, je dois vraiment construire un business propre à la Chine, et ça veut dire qu'en termes d'investissement et en termes d'infrastructure que je dois construire, c'est plus du tout la même bataille, quoi. Et c'est vraiment repenser. Je te parlais de moteur. En fait, c'est vraiment l'idée d'avoir ton moteur, si tu es une boîte française, à Paris qui va servir le monde, et ton moteur pour la Chine, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, ça amène les entreprises à se poser des questions hyper stratégiques avec des enjeux financiers extrêmement importants. Et on sait, alors ça fait des années que tu es là aussi, moi ayant travaillé un peu dans le conseil, dans l'implantation, accompagner des boîtes ou des marques de l'étranger à venir s'installer en Chine, mais en mode distribution un peu plus traditionnel, on va dire, le discours avait beaucoup changé, parce que dans les années, au début des années, on va dire 2007-2010, c'est tout le monde voulait venir en Chine, il y avait une vraie opportunité. Après 2010, après 2015, les gens ont commencé à comprendre que bon, il y a une vraie opportunité, mais c'est quand même pas facile, c'est très compliqué. Et en fait, moi, quand je travaillais dans le conseil, à ce moment-là, mon discours aussi d'accompagnateur, on va dire, avait aussi beaucoup changé. C'était à un moment de leur dire, attendez, la Chine, c'est pas obligatoire non plus. C'est que c'est vraiment une stratégie à part. Il faut être énormément bien structuré à la maison mère, au siège, pour être capable de gérer une stratégie en parallèle qui sera complètement différente. Et ça va être des batailles de rôle justement entre la direction de l'Asie ou de la Chine et la direction parisienne. Et en permanence, il va falloir travailler en parallèle, quoi. Ouais, je pense que même aussi, ça va même plus loin que ça, c'est que des décisions en Chine peuvent te mettre en danger sur d'autres marchés. Ok. Je prends un exemple. Toujours la même société dont je parlais nous disait qu'en fait, le fait d'attaquer le marché chinois, typiquement pour des histoires de tests sur les animaux, en fait, pour pouvoir accéder au marché chinois où des tests sont, en fait, il y a des tests sont faits sur les animaux, ça lui fermait la porte de certains marchés, qui du coup, en tout cas, des clients sur d'autres marchés qui se plaignaient du fait qu'il n'y ait pas une politique plus agressive contre les tests sur les animaux. D'accord. Et donc du coup, en fait, le fait d'attaquer, de s'ouvrir au marché chinois, potentiellement peut lui faire perdre des parts de marché sur d'autres marchés, quoi. Ouais, donc il y a un effet collatéral aussi potentiellement. Wow. Alors justement, si on revient à ton parcours, parce que ton expérience en fait tu l'as créée chez Accor et tu l'as ensuite amenée sur d'autres choses, donc tu as lancé des projets entrepreneuriaux, donc toi arrivé t'as fait, donc en tout chez Accor tu as fait combien d'années? 16 ans. 16 ans, d'accord, dont quasiment 6 ans en Chine? Ouais, quasiment 7 ans. 7 ans en Chine. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tu sors d'Accor, tu as envie d'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu veux faire alors déjà, un point que j'ai pas précisé, c'est au moment où je suis parti en 2011, j'avais créé 1 an et demi avant ma boîte en France, avec deux associés. Donc j'avais déjà une espèce d'envie de faire autre chose, d'entreprendre. Et donc j'avais créé une boîte qui s'appelle LBMG Work Labs, et une app qui s'appelle Néonomade. Et en fait, on était chez Accor, on était trois potes de chez Accor. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de clients qui passaient dans les lobbies des hôtels et en fait qui venaient faire des entretiens, des rendez-vous, se connecter. Et donc l'idée, c'était de créer des tiers-lieux dans les hôtels, de dire, tu vois, le restaurant de l'hôtel, il est blindé de 5h du matin ou 6h du matin à 8h du matin ou à 9h. Et puis les gens reviennent à 18h ou 17h. Et entre les deux, c'est assez vide. Et c'est des espaces qui coûtent cher en centre-ville. Comment est-ce qu'on les utilise? Donc on a monté tout un projet autour de ça pour créer des tiers-lieux, pour accueillir les travailleurs nomades dans les lobbies des hôtels de façon plus organisée. Parce que jusque-là, c'était, tu avais une table, une chaise, un bar, et les gens allaient au bar de l'hôtel. Et comment est-ce qu'on leur ramène des services? De l'internet de qualité, éventuellement un service d'assistante, des coins pour pouvoir téléphoner, food, beverage, tu vois, des packages, etc. Donc on a monté ce projet qu'on a essayé de développer en interne chez Accor à l'époque.
Et puis ça n'a pas pris parce qu'Accor était dans une situation où il voulait en fait être un vrai pur player de l'hôtellerie, et donc ils étaient en train de revendre en fait toutes les activités annexes. D'accord. Donc ça l'a pas fait, et donc on a même parlé au CEO de Accor de l'époque, qui nous a dit mais j'adore votre idée, c'est top, c'est juste pas le bon moment pour moi. Ouais. Donc allez la monter et puis revenez me voir. Donc on l'a pris au mot. Moi je suis pas parti d'Accor, mais les deux autres oui. Et donc on a monté cette boîte ensemble, et en fait au printemps 2011 ça commençait à bien marcher, on avait pas mal de clients, et donc on avait décidé, début 2011 on a décidé que moi je les rejoindrais au printemps 2011 full time. Et ça veut dire aussi les rejoindre en France, du coup ? En France, j'étais en France à l'époque encore chez Accor, oui. Et j'avais prévu de quitter Accor et de me consacrer à plein temps dans ce projet d'entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là, je te parlais tout à l'heure de cette proposition sur une durée de 15 jours, là. Ouais. C'est arrivé à ce moment-là, en mars 2011. Ça arrive toujours au même moment. 1er mars 2011, ou je suis 2 mars 2011, j'ai cette discussion, et là, j'ai d'un côté ma femme qui me dit la Chine, t'es sûr ? Et puis mes associés à qui je dois dire, écoutez, si je prends cette décision, à qui je dois dire, écoutez, en fait, je vais pas vous rejoindre, et j'ai un truc qui m'appelle à l'autre bout du monde, et je sens que... Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça a été assez compliqué, hein, j'imagine. Parce que c'était un super projet que j'avais monté. Voilà, donc finalement, j'ai pris cette décision. Je suis parti. Et donc voilà, donc j'ai eu ce projet entrepreneurial quand même pendant 1 an et demi. Je suis toujours associé dans la boîte, fondateur associé. La boîte marche bien, on se fait des calls assez régulièrement pour que je me mette au courant de ce qui se passe. Okay. Moi, je les aide à ma façon. Et voilà, on est une trentaine de personnes, ils sont une trentaine de personnes à Paris. Et voilà, c'est un business sympa qui tourne bien sur un sujet passionnant autour du télétravail et du travail nomade. Donc moi, pour revenir à ta question, j'avais quand même eu ce truc, tu vois, d'entrepreneuriat qui finalement s'est un peu arrêté net. Parce frustré, alors. Ouais, frustré, mais non, parce que j'ai eu le choix. Oui. Et à un moment, je me suis dit, partir avec ma famille en Chine, c'est quand même un truc de fou. Il faut essayer, quoi. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à la limite, ça marche pas, on rentre, et puis je sais ce que je pouvais retrouver en France. Soit Accor, soit ce projet d'ailleurs d'entrepreneuriat. Donc on est parti, et donc j'ai fait ces quasi 7 années chez Accor, ici à Shanghai. D'accord. Et puis à un moment, on va revenir au sujet qu'on évoquait tout à l'heure, mais sujet passionnant, l'hôtellerie en Chine, plein d'expansion, les voyageurs chinois. En plus, on avait fait une alliance, Accor a fait une alliance avec un partenaire chinois, Huazhu, China Logic, une boîte cotée à New York qui marche super bien, donc pour être encore plus local et puis encore mieux s'adresser aux voyageurs chinois. Donc c'était vraiment passionnant, on développait des nouvelles marques, etc. Mais j'avais toujours ce côté, me dire, déjà, cette grosse boîte qui manque d'agilité, où il faut 1 an, et c'est pas forcément lié à Accor, hein, c'est vraiment lié à une grosse boîte en Chine qui n'a pas la culture du business en Chine, quoi. Même si les équipes étaient de plus en plus chinoises, même si on avait cette alliance stratégique. Et donc voilà, je me suis dit qu'il était temps de partir. J'ai à l'époque regardé pour aller rester chez Accor, ailleurs en Asie. Okay. En fait, j'ai failli partir à Singapour. Mais voilà, pour un autre pays. Okay. Et en Australie. Et finalement, à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. J'ai 38 ans. Je suis encore jeune. L'Australie, c'est cool. J'aime le sport. Je pourrais avoir une vie bien sympa, mais je peux attendre un petit peu. Un jour peut-être. Et donc je me suis dit, c'est ici que ça se passe. Mes enfants, avaient passé 7 ans en Chine, parlent chinois, sont heureux ici. Ma femme aussi, elle a ses projets professionnels, elle a monté sa boîte, etc. Donc je me suis dit, non, il faut rester ici. Et puis voilà, la rencontre avec Splio s'est faite, un peu par hasard. Enfin, forcément, je me suis ouvert à d'autres projets et d'autres opportunités ici. Et donc la rencontre s'est faite en 2017. D'accord. À l'été 2017. Ok. Alors justement, Splio, beaucoup de gens, je pense, à Shanghai commencent à connaître, en tout cas dans le milieu un petit peu marketing, digital et autres. Vous faites quoi ? Vos clients type, c'est quel type de clients ? Ils viennent vous voir pourquoi alors ? Déjà, on n'est pas une agence. Okay. C'est important. Parce que tu nous as présenté comme une agence, mais on nous présente souvent comme une agence. Oui. Mais c'est bien que je puisse justement expliquer pourquoi on n'est pas une agence. On est vraiment une boîte de tech. On développe une plateforme en SaaS
qu'on vend à nos clients. Donc on a un business model qui est assez simple, hein. On vend des subscriptions, des paiements mensuels qui permettent à nos clients d'utiliser la plateforme. D'accord. On va vendre du service en plus de ça, mais le service qu'on vend, il est vraiment lié à la plateforme, ouais, à l'utilisation de la plateforme. D'accord. D'où la confusion, en effet, parce que avec le côté agence, en fait, pour moi, il y a vraiment un accompagnement stratégique, il y a du conseil, il y a tout ce genre de choses. Mais en effet, vous, c'est du conseil pour maximiser l'utilisation ou optimiser l'utilisation de votre plateforme. Exactement. D'accord. C'est le positionnement, c'est l'ADN de la boîte. Aujourd'hui, on est benchmarké, en tout cas de toute façon, on est une boîte française, hein, on est présent dans 5 pays, mais on se benchmark vraiment avec des boîtes aux US et en Europe, SaaS, qui ont vraiment un modèle pur SaaS, et ce qui veut dire exactement ce que tu viens de décrire. D'accord. Donc voilà déjà le fonctionnement et le modèle de la boîte. Okay. On est en Chine depuis 8 ans, donc c'est pas une boîte qui est là, qui vient d'arriver en Chine, hein. Ça fait quand même assez 8 ans sur ces sujets de l'omnicommerce, de la data. Bon, c'est quand même 8 ans, c'est beau. Enfin c'est beau, c'est long en tout cas. Donc on est à l'origine une boîte qui s'est transformée parce qu'on était plutôt un provider, un routeur d'email. Hein. Ouais, en gros, il y a longtemps, la boîte a été créée en 2001, donc il y a 18 ans. Les problématiques étaient complètement différentes. Enfin, ouais. C'est sûr. Donc la boîte s'est complètement transformée, mais de façon globale. Hein. Forcément, la Chine, je pense, et même j'en suis convaincu et certain, a aidé Splio à se transformer. Parce que certaines innovations sont arrivées de façon un peu plus violente ici ou plus précoce. Donc, mais cette transformation a eu lieu ces 5 dernières années, okay. Notamment avec l'arrivée de notre CEO actuel, qui est basé à Paris, Mireille Messine, qui dirigeait la partie CRM pour Sephora au niveau global, okay. Et qui en fait utilisait l'outil Splio, l'outil de routage d'email, et qui en même temps avait des besoins différents de plateformes clients l'aidant à venir améliorer la communication avec ses clients. Okay. Avec ses clients. Et du coup, elle a décidé de rejoindre Splio à ce moment-là, de reprendre la direction de Splio. Et c'est là qu'elle a complètement transformé la boîte. Et donc on est dans cette phase depuis 5 ans, et puis je vais t'expliquer un petit peu plus en détail les différentes phases de transformation, mais on a vraiment un modèle qui est très différent et c'est pour ça qu'on a parfois, et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, on est parfois pas forcément connu pour les bonnes raisons, en tout cas pour ce qu'on vend aujourd'hui. Et donc on est souvent présenté comme une agence ou un CRM ou une boîte digitale, parce qu'à un moment on a fait du e-commerce, donc une boîte qui fait du dev. Donc c'est important pour nous de pouvoir bien expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Et toi, tu utilisais déjà la solution Splio quand tu étais encore chez Accor ? Alors oui, je connaissais Splio, alors pas moi directement, mais en effet on utilisait Splio pour le routage d'email. D'accord. Une activité qu'on a gardée sur un point du business qui est très précis, c'est qu'en fait, du fait qu'on soit en Chine et qu'on ait un data center en Chine et une expertise en Chine, on continue à vendre de l'email, mais sur un sujet très précis qui est le cross-border Europe-US-Chine. Beaucoup de plateformes, beaucoup de routeurs n'ont pas ces compétences en Chine et donc ne savent pas livrer les emails en Chine. Des boîtes continuent à faire de l'email au niveau global et donc on continue à accompagner des boîtes internationales. On a des connecteurs avec des solutions comme Adobe ou Salesforce pour pouvoir justement gérer la partie Chine sur l'email. Et on aide aussi des boîtes chinoises qui targetent principalement des plateformes de e-commerce cross-border qui parlent à des consommateurs hors Chine et qui ont besoin de leur adresser des messages par email, forcément, en dehors de Chine. Et donc on les aide aussi sur cette partie email. Donc ça c'est une activité qui est plus du tout le cœur de métier de Splio, mais qu'on a gardé, mais uniquement sur la partie cross-border, Europe, US, Chine, et Chine vers le reste du monde. Alors pour expliquer peut-être très simplement, pour des gens qui ne seraient peut-être pas familiers, c'est vraiment l'idée de se dire que quand on envoie des emails massivement depuis la Chine, par exemple, en utilisant des serveurs chinois, des emails ne vont pas être délivrés en dehors de Chine, on va arriver, pour faire très simple, dans les spams. Et en fait, vous allez garantir, grâce à des systèmes de relais et autres, vous allez garantir que les emails arrivent au bon endroit, aux bonnes personnes, dans la bonne boîte mail et pas forcément en spam. Et l'inverse fonctionne de l'extérieur vers la Chine et de la Chine vers l'extérieur. Donc en effet, alors
c'est vrai qu'en Chine, depuis, et je peux complètement comprendre du coup le pivot que vous avez dû faire à un moment aussi, j'imagine, ou en tout cas l'ajout de nouveaux services ou de nouvelles solutions, puisque les emails, je pense, ont vraiment diminué en Chine. Ouais, bien sûr. Les gens utilisent très très peu les emails, il y en a, ils fonctionnent 100% par WeChat maintenant. Et ça a été l'une des raisons aussi pour laquelle vous avez commencé à travailler un peu plus sur votre solution, à faire d'autres choses du coup. Exactement. Donc il a fallu qu'on intègre des nouveaux canaux de communication, et principalement WeChat. Donc ça, c'était un des gros chantiers de fin 2017, quand je suis arrivé, l'année où je suis arrivé, c'était un des gros chantiers. On était un peu en retard sur ce sujet, donc on a dû rattraper ce retard. Et puis très vite, on s'est rendu compte que, je te parlais tout à l'heure quand j'étais chez Accor, sur ces 8 années où il a fallu en fait développer des canaux, je te parlais de Tmall, je te parlais de WeChat, du e-commerce en propre, etc. Donc en fait, on est arrivé dans un écosystème où clairement en termes de communication, output d'une marque vers un consommateur, WeChat est le canal privilégié. Mais pour pouvoir capter ce consommateur, il faut aller le chercher là où il est. Et aujourd'hui, il est explosé sur différents canaux. Et en Europe, c'est principalement, et c'est notre cœur de métier en Europe, c'est offline to online. D'ailleurs, notre tagline, c'est online, offline, aligned. Donc en fait, l'idée, c'est de réconcilier en fait, les consommateurs, d'avoir une vue unique du client qu'ils consomment en ligne ou en magasin. Donc ça, c'est notre expertise en Europe, et c'est ce qu'on vend en Europe. Sauf qu'ici, la partie online, elle est extrêmement complexe, avec les marketplaces, Tmall, JD.com, tellement de canaux différents, le social commerce, etc. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on intervient, il y a un vrai sujet pour les marques de capter la data client là où elle est, d'aller la chercher et d'aller la traiter ensuite. Et donc en fait, notre objectif aujourd'hui, en tout cas ce qu'on offre chez Splio, c'est une plateforme, comme je te disais tout à l'heure, une plateforme qui permet d'agréger, de capturer, d'agréger, de comprendre et d'analyser cette data client, et derrière de pouvoir, grâce à un moteur et grâce à des outils de marketing automation, qui nous permet d'engager une conversation one-to-one pour la marque, entre la marque et le consommateur final. Ok. Donc voilà le cœur de métier. Alors le client type, il vient vous voir avec... il a quelle taille le client type alors pour vous? Alors nous on s'est spécialisé sur deux verticales, parce qu'on ne peut pas tout faire. On a un modèle de data qui fait que notre plateforme fait du sens pour certaines verticales. Et en l'occurrence, de façon historique, la plateforme a été développée pour les retailers. Je t'en parlais tout à l'heure à l'instant, online et offline. Donc on a approché au départ des clients en Europe qui avaient du offline, des magasins, et puis qui développaient du e-commerce. Donc on a un modèle de data qui est vraiment construit pour le retail et qu'on a fait évoluer vers le FMCG. Donc des marques, mais qui n'ont pas forcément de distribution en propre, qui ne contrôlent pas forcément leur distribution. Et donc aujourd'hui, c'est les deux verticales sur lesquelles on se concentre, plus la partie travel, que moi j'ai développée aussi en arrivant avec mon expertise. Il y a des gros enjeux sur le travel. Et étant donné qu'on a ce pont Europe-Chine et qu'on parle de global, de Chinese traveler, il y a un vrai sujet aussi de réconciliation de la donnée des clients qui voyagent, qui consomment en Europe, mais qu'on veut adresser en Chine. Alors du coup, justement, c'est ça. Vous, vos clients ici, enfin vous, ce que vous allez faire, c'est de comment, potentiellement, c'est comment aussi récupérer les informations, les datas des consommateurs chinois qui sont en voyage à Paris. C'est un des use cases. C'est un des use cases. On a développé notre stratégie et notre plateforme sur un axe Europe-Chine, dans les deux sens. À la fois sur la partie email que j'évoquais tout à l'heure, et aussi sur notre cœur de métier, qui est la Customer Platform, pour pouvoir justement capter la data client des consommateurs chinois là où elle est. Et elle peut être éventuellement, on a des clients pour lesquels on va capter la data en Europe sur des QR codes dans les magasins. Mais derrière, si jamais un client chinois qui voyage en Europe, tu veux pouvoir l'adresser depuis la Chine avec le bon tone of voice, sur les bons médias, avec la bonne fréquence. Une équipe en France, si elle récolte un email d'un client chinois, elle ne sait pas quoi en faire. Elle va lui envoyer un email au mauvais moment, un mauvais chinois qui risque de ne pas arriver. Donc c'est pour ça qu'on a un vrai sujet en fait, de captation de la data aussi en Europe. D'accord. Et donc la data, on est d'accord que derrière, la data, elle est utilisée pour faire du retargeting marketing, sales, pour leur proposer d'autres solutions, d'autres services en plus ou des produits en plus. On est d'accord. Alors, exactement. En fait, nous, on a le principe, c'est de dire qu'on est complètement agnostique, c'est qu'on va chercher la data vraiment là où elle est. On vient la connecter sur notre plateforme. Et derrière, l'idée, c'est quoi ? C'est la connaissance client.
Donc step 1, c'est mieux connaître les clients pour pouvoir dans un deuxième temps mieux les adresser. Et on a un axe de développement extrêmement fort depuis 1 an qui est autour de la loyalty, de la loyauté. Bien sûr, Parce qu'on considère qu'en fait la nouvelle façon de faire du CRM, c'est de ce qu'on appelle la new loyalty, qui consiste en fait à considérer chaque interaction entre un consommateur et une marque, la considérer, de l'intégrer et de pouvoir créer un contact lié à cette interaction. Donc ça va au-delà de l'achat, ça va au-delà de l'achat, de l'acte d'achat. Donc c'est exactement quelqu'un qui reposte quelque chose sur WeChat lié à une marque, techniquement. La marque peut récupérer ce genre d'informations en disant celui-là il nous aime bien, il parle de nous, alors qu'il n'y a même pas d'acte d'achat. Exactement. Okay. Donc on parle des comportements sur le web, on parle des comportements sur les réseaux sociaux, des interactions sur les réseaux sociaux, et puis de toutes les transactions qu'il peut y avoir sur les différents canaux. Et l'idée c'est d'agréger tout ça et de pouvoir mieux connaître le consommateur et de se dire chaque consommateur en fait est une personne qui a un comportement omnicanal, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'omnicanalité, c'est un des buzzwords du moment, mais en fait, c'est assez amusant parce que les marques font tout pour avoir une attitude et une approche omnicanale, et c'est pas simple parce qu'il y a quand même encore des silos dans les boîtes, et puis culturellement, chacun a son agenda, etc. Mais en fait, un consommateur, par nature, il est omnicanal, il réfléchit pas en fait. Il va là où c'est simple, là par rapport à des occasions, par rapport à un déplacement, par rapport à un comportement. En fait, c'est même pas un sujet pour le consommateur, alors que les marques vraiment se battent en interne pour avoir cette approche omnicanale. Qui est hyper compliqué à mettre en place pour les marques. Bien sûr. Parce que culturellement, il y a des systèmes en place, des équipes en place, des silos, et c'est vraiment pas simple de casser ces silos. Alors tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à des clients types qui ont une stratégie très globale depuis Paris, on va dire, et puis ensuite une stratégie dédiée à la Chine, vous, chez Splio, c'est exactement ça. Vous avez ce que vous faites, même si dans les grandes lignes, c'est un petit peu la même chose, mais vous avez forcément une stratégie qui est très très différente, avec des besoins, mais même du coup des besoins en développement qui sont spécifiques à ce que vous faites en Chine, du coup. Exactement. Donc nous, c'est amusant que tu me dis ça, parce que souvent quand j'écoute mes clients ou des prospects, j'ai des problèmes qui reviennent, qui sont des trucs par lesquels on est passé. Nous, en tant que vendor, on a vécu les mêmes choses. Et donc en fait, nous, on a dû à un moment dire, ok, il faut développer WeChat. On ne va pas demander aux équipes dev à Paris de développer WeChat, donc il faut qu'on le développe ici, donc il faut qu'on crée une équipe de développeurs, et donc il faut qu'on embauche, et il faut qu'on investisse. Et du coup, on s'est posé toutes ces questions, et donc aujourd'hui, on a, l'année dernière, en début d'année dernière, on a construit une équipe de développeurs locaux qui travaillent vraiment au quotidien avec l'équipe centrale, parce qu'on parle d'une plateforme centrale unique, avec des instances en Chine. On est hébergé sur des serveurs en Chine pour la Chine, mais c'est la même plateforme. Donc il faut que ces gens-là ils travaillent ensemble. La roadmap produit de Splio, elle est découpée en roadmap globale et roadmap Chine, qui est intégrée dans la roadmap globale. Mais donc c'est intéressant parce que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est la stratégie globale et la problématique Chine qui est un peu à part, quoi. Qui est même complètement à part. Et en fait, on a la chance d'avoir moi, une de mes grandes chances, c'est d'avoir Mireille Messine, la CEO, qui est passionnée par la Chine, qui d'ailleurs a décidé depuis 1 an de venir y vivre presque, parce qu'elle y passe 1 semaine par mois. Donc tu vois, c'est une semaine par mois, c'est engageant. Elle a une famille, etc. Mais elle passe 1 semaine par mois, tous les mois, depuis 1 an, à Shanghai. Et donc elle est passionnée par ce qui se passe en Chine. Et en fait, elle considère que on a pris des décisions globales. On a notamment racheté une boîte l'année dernière, une start-up, je vais t'expliquer un peu ce qu'on a racheté, la décision a été prise grâce à ce qu'on a observé sur le marché chinois. Donc au-delà de la taille du marché, de l'excitation liée au business en Chine, il y a un vrai sujet d'innovation, d'apprentissage, pour pouvoir gagner du temps et en tout cas sortir des solutions de façon plus rapide en Europe grâce à notre expérience chinoise. Ah, ça doit être ça c'est très intéressant, et c'est pas toutes les boîtes qui sont capables justement de s'adapter autant de ce qu'elles vont apprendre sur un marché qui est très spécifique, et de dire tiens, ce qui est en train de se passer en Chine, on est en train d'en tirer des leçons, il y a peut-être des tendances qu'on va voir arriver sur d'autres marchés par la suite, il y a pas mal de choses. C'est clair que ça a dû être une bonne stratégie. Justement, tu vois, je t'entends, on parle de data, on parle d'information. Ces dernières années, tout le monde a un peu l'impression que les datas sont partagées de partout. Il y a eu toutes les règles RGPD
en France. Dès qu'on a moi j'ai pas mal de délégations de Français qui viennent et qui se disent ah mais ici les data elles sont de partout, le gouvernement ne contrôle rien, en fait elles sont toutes partagées. Toi tu travailles là-dessus justement. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un changement justement en Chine où les gens commencent à faire un peu plus attention où vont leurs data? Si, je pense que pendant des années on a dit les Chinois n'ont pas la même sensibilité que les Européens à ces sujets parce qu'en fait les Chinois ont été moins spammés parce qu'il y a moins d'expérience, les marques ont été moins agressives 10, 15, 20 ans. Ouais. Mais en effet, je pense que c'est en train de changer. Et donc il faut être de plus en plus vigilant. Mais pour moi, l'idée c'est d'être de plus en plus précis et professionnel. Je pense que d'une façon générale, être capable de pousser une bonne offre, un bon produit à la bonne personne au bon moment pour une marque, ça peut que leur permettre de gagner la confiance de leurs consommateurs. C'est la clé. C'est quand c'est mal fait que ça devient pénible. Mais si tu le fais bien, pour moi c'est forcément bénéfique. Et alors certaines personnes, alors principalement en Europe, vont te dire et moi j'aime pas ça me met mal à l'aise parce que ça veut dire la marque a des informations sur moi qui sont... Et à un moment, les informations qui sont là, c'est des informations que les consommateurs ont données à un moment. Donc si elles sont utilisées de façon intelligente par la marque, normalement c'est les abus et les excès qui ont vraiment causé des problèmes. Donc je pense qu'en Chine il faut qu'on fasse attention parce que oui, il commence à y avoir une partie de la population, principalement dans les grandes villes, qui est extrêmement spammée, qui consomme beaucoup aussi, donc qui partage beaucoup d'informations et qui a partagé ses datas sans vraiment faire attention. Et donc il faut qu'on soit vigilant et nous on est là aussi pour aider les marques à bien faire le job. À améliorer tout ça. Ouais. Et ça c'est donc plus la partie conseil du coup que tu vas offrir en plus de la plateforme, c'est vraiment les aider dans le retargeting, justement récupérer les bonnes informations au bon moment, ce genre de choses. C'est plus la partie conseil. Et c'est vrai que cette partie conseil c'est une bonne question parce que on se pose vraiment beaucoup de questions parce que ce marché est en telle évolution, les marques qu'on accompagne se posent énormément de questions et donc on nous demande beaucoup de conseils. Donc nous aujourd'hui on n'a pas de département consulting. C'est vrai qu'on n'a pas ce département, mais clairement on a une expérience parce qu'on accompagne des marques et donc on essaie d'accompagner nos clients sur la base de ce qu'on a pu voir pour éviter les erreurs. Mais moi je pense qu'il y a clairement la place aujourd'hui. D'ailleurs j'ai sollicité certains partenaires à prendre cette place de conseils sur ces sujets CRM, engagement client, data, parce qu'il y a vraiment un sujet, je pense qu'il y a vraiment la place pour accompagner les marques sur ces sujets qui sont devenus des sujets stratégiques, la data, et sensibles, parce que notamment le gouvernement chinois, avec la CSL, il commence à y faire extrêmement attention. Il y a eu des cas quand même récemment de boîtes qui ont reçu des amendes par rapport à des comportements qui n'étaient pas en ligne avec la loi. Donc je pense que ça devient vraiment des sujets cœur à tous les niveaux de l'entreprise en Chine. Alors qu'est-ce qui a fait que toi qui as bossé dans l'hospitality pendant des années en tant que client de société, d'utilisateurs de logiciels ou de plateformes ou autres, et là d'un coup non seulement t'es passé non pas du côté provider, mais en plus du provider qui développe avec une vraie plateforme. Tu es passé vraiment du côté très technique. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet Splio alors ? Le côté technique, c'était un peu ma faiblesse, parce que moi, j'avais pas d'expérience technique, d'expertise technique. Donc, je me suis un peu... moi, le projet m'a séduit. C'était d'abord un projet humain. Le projet, l'équipe ici, ma rencontre avec Mireille, la CEO, et avec l'ensemble du COMEX de Splio, avec les investisseurs, les fondateurs. Tout s'est super bien passé, donc il y a eu vraiment un truc humain qui s'est créé dans un premier temps. Après, le sujet m'intéressait énormément, lié à la capacité justement à améliorer les activités, en tout cas les performances des activités marketing. Aussi, moi j'avais un enjeu chez Accor, et l'ensemble de mes peers dans les autres boîtes avaient les mêmes enjeux liés au fait qu'on était en Chine, qu'on dépensait énormément d'argent de budget marketing en acquisition, mais qu'en fait personne ne se posait la question de la rétention, de l'engagement, du repeat purchase, de faire revenir un client une deuxième fois, parce qu'en fait c'était un marché où il fallait faire des campagnes marketing innovantes, avoir du ROI, et puis finalement les marques encore aujourd'hui passent beaucoup de temps à acquérir 2 fois, 3 fois, 4 fois les mêmes clients, mais finalement ne regardent que les campagnes à la campagne. Donc je fais une campagne, j'ai 1 million de RMB, j'ai un ROI de 10 parce que j'ai généré 10 millions de RMB de revenus, donc ok, c'est un bon ROI. Campagne suivante, mais à un moment, est-ce qu'on parle au même client ou pas ?
Est-ce qu'il ne vaut mieux pas se dire on va traiter les clients existants et les faire rentrer dans une customer journey spécifique parce que c'est des clients qu'on a déjà acquis. Et donc il y a un vrai sujet autour de la customer journey. Oui, bien sûr. Et moi qui me passionnait parce qu'en fait l'avantage dans l'hôtellerie c'est qu'on est très tourné client. Et forcément c'est une des forces des groupes et des marques hôtelières, c'est qu'en fait quand tu es un client hôtelier, tu passes 24 heures au minimum à l'hôtel. La marque a tellement de risques de se planter à un moment qu'en fait on est obligé d'être très précis dans la façon dont on traite le client. Et donc l'expérience client dans l'hôtellerie, c'est un truc qui est clé. Tu peux avoir un hôtel tout neuf qui vient d'ouvrir, qui est sublime. Si l'équipe fait pas le job en termes de service, les clients seront tous mécontents. En revanche, on a des cas d'hôtels avec des general managers d'hôtels qui sont là depuis longtemps, qui ont vraiment compris leurs clients, qui savent les accompagner, qui savent ce qu'ils veulent. L'hôtel est un peu vieillot, mais au final, on a des taux de satisfaction hyper élevés, quoi. Donc en fait, moi j'ai toujours été orienté client. J'avais pas le choix. Parce que voilà, l'hôtellerie, si t'es pas orienté client... C'est la valeur de base, quoi. C'est l'ADN de l'hôtellerie. Enfin, j'ai aussi beaucoup travaillé là-dedans. Donc, c'est l'ADN des hôteliers, c'est ce qu'on apprend à l'école hôtelière, et donc c'est une vraie valeur et une vraie compétence qu'on retrouve dans ces métiers. Qu'est-ce qui a été le plus dur quand tu as pris le poste chez Splio, où tu passes d'une énorme machine comme Accor à une plus petite société, plus petite équipe, certainement des objectifs, des budgets, des choses qui sont très différentes. Qu'est-ce qui a été peut-être pour toi le plus surprenant, en bien ou en mal, du coup, quand tu as commencé après quelques semaines, quelques mois chez Splio? Déjà, surpris en bien. Je me souviens au début, mais les équipes... Donc moi, je fais partie du COMEX de Splio, on est 8 au COMEX, okay. 7. Et donc, et on me disait, tu vas voir, tu arrives chez Accor, tu vas voir nos process, c'est pas aussi organisé. Et en fait, moi, je dis, mais vous vous rendez pas compte. L'excès de règles et de process, etc., au final, n'aide pas au développement d'une boîte. Aujourd'hui, vous avez ce qu'il faut, et j'ai une liberté totale, une vraie agilité. Et donc aujourd'hui, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise, justement, dans le fonctionnement de l'entreprise, à prendre des décisions, à faire avancer les choses. Aussi, forcément, on parle d'une structure qui n'a pas du tout la même taille. Mais finalement, il y avait une sorte de complexe des équipes ici en me disant, tu sais, toi, t'arrives, tu vas voir, nous, c'est pas aussi organisé. Et en fait, j'ai trouvé que c'était plutôt mieux organisé parce que plus simple. Et donc, plus de responsabilité en local, plus d'échanges, plus de communication, peut-être moins de politique entre des départements, des pays, des directions, etc. Donc moi, c'était un truc qui m'a surpris en arrivant, où je me suis dit, mais en fait, de ne pas avoir beaucoup de process, ou d'avoir moins de process, ça facilite quand même pas mal de choses. Et du coup, alors justement, toi, tu viens d'un monde avec beaucoup de process et des outils. Est-ce que ça t'a permis aussi d'amener justement ce savoir-faire-là, et du coup, est-ce que tu as recréé des outils et mis en place des nouveaux process que tu avais appris, ou au contraire, tu t'es dit peut-être qu'on va rester comme ça, et finalement, on n'a pas trop de process et c'est aussi bien comme ça, ou tu n'as pas pu t'en empêcher? Non, je trouve ça bien de préserver ça, justement. Et pour moi, c'est la beauté d'une petite structure, c'est qu'en fait, tout est possible. Et de façon rapide. Et en Chine, tu sais comme moi qu'il faut aller vite. Donc, pour moi, c'est une vraie leçon. C'est-à-dire qu'en fait, essayons de garder, en tout cas, sur ces aspects-là, de garder notre agilité, parce que c'est une vraie force, notamment en Chine. Et moi, c'est ce que j'essaie finalement, mes clients sont des marketeurs, comme moi avant, donc c'est assez intéressant d'avoir ces échanges avec eux. Je retrouve, quand je parle avec eux, des choses que j'ai quittées. Et puis, du coup, on a des échanges assez intéressants, et parfois j'ai envie de leur dire, mais regarde, si tu faisais comme ça, parce qu'en fait, je suis passé par je me suis posé les mêmes questions qu'eux, et en fait, c'est pas une histoire, je parle beaucoup d'Accor, qui est une super boîte par ailleurs, mais c'est pas Accor que je pointe du doigt, c'est vraiment des entreprises. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, faire du business en Chine quand on est une grosse boîte internationale, c'est compliqué, et ça devient de plus en plus compliqué. Alors, certaines ont réussi à vraiment se localiser, mais c'est aussi lié à la nature de leur business. Certaines boîtes n'ont pas la capacité, des boîtes de techno ou des boîtes qui sont qui s'adressent à des global shoppers, etc., n'ont pas la capacité forcément à s'adapter, mais je trouve que c'est de plus en plus complexe. Ah, c'est sûr. Ici, vous êtes combien de personnes, du coup? Donc ici, on est
entre 25 et 30. Je crois on est 28 là. Okay. Donc on a principalement une équipe de vente, une équipe projet qui gère en fait les projets des clients. Et puis on a une équipe support, surtout la partie technique, et, parce que forcément c'est localisé. Et puis après on a cette équipe de dev qu'on a mis en place, qui nous aide à développer nos capacités produits pour le marché chinois. Donc on développe des connecteurs, on parlait des plateformes, il y a une multitude de plateformes. Notre job c'est d'aller se connecter à l'ensemble des plateformes pour récupérer la data auprès de ces plateformes. Et puis derrière, on a aussi un axe qui est important, qui est le front-end. C'est que je te parlais tout à l'heure de la vue unique du client, qu'on permet d'obtenir dans la plateforme. Le back-end qu'on a, qui nous permet en fait de construire des règles, de faire du marketing automation. On a un point extrêmement important qui est aujourd'hui la partie front-end, customer facing, où en fait on développe des interfaces de fidélité sur différents médias. Donc l'idée c'est d'avoir alors en Chine, on passe par les mini-programmes. Donc on développe des mini-programmes, principalement WeChat, mais on est en train de regarder les autres plateformes pour qu'un utilisateur, un client fidèle puisse interagir avec sa marque via ce mini-programme. Alors en Europe, on a une technologie qui est différente et c'est la boîte qu'on a rachetée qui s'appelle GoWento. Donc on développe les cartes de fidélité sur les wallets, sur les mobile wallets. Tu sais, dans les téléphones Google et Apple, il y a des cartes à l'intérieur. Il y a un wallet. Donc l'idée, c'est de dématérialiser les cartes de fidélité qui sont encore souvent physiques en Europe dans les wallets. Et donc on explore toutes les technologies pour pouvoir, en fait, on parlait d'omnichannel, pour pouvoir laisser la possibilité à un utilisateur ou à un client fidèle d'interagir avec la marque, de récupérer ses points, son statut, etc. Via l'interface qu'il aura choisie. Ça peut être un mini-programme WeChat, ça peut être un wallet, ça peut être une carte physique. L'idée, c'est de multiplier les touchpoints. Et là, ce que tu disais tout à l'heure, justement de cette acquisition externe qui était influencée par ce qui se passe en Chine, ça te paraît tellement évident, là, maintenant que tu viens de l'expliquer, de dématérialiser en fait tout ce qui est carte en plastique, d'avoir quelque chose sur des wallets en téléphone dématérialisé qui fonctionne par des QR codes, etc. Et je pense qu'en effet, c'est ce qu'on vit ici tous les jours et l'Europe ou les marchés occidentaux ont encore un peu de travail à faire là-dessus, quoi. J'ai même pas besoin de citer l'exemple, mais en effet, le rachat de GoWento, cette boîte, par Splio l'année dernière, a été complètement drivé ou conditionné par ce qu'on a vu et ce qu'on a fait ici en Chine avec les mini-programmes WeChat qui sont sortis un an et demi plus tôt. Et donc en fin de compte, moi j'adore cette idée de venir aussi nourrir notre développement à l'international grâce aux innovations sur le marché chinois, quoi. Alors justement, peut-être pour finir et parler un peu plus de toi, aujourd'hui, dans ton day-to-day, justement, comment tu continues à apprendre? Parce que comme on disait tout à l'heure, toi tu viens pas de la tech à la base. Ici tu as des équipes de développeurs, alors même si tu as une organisation, etc., avec des managers qui eux savent gérer ce genre de choses, comment tu continues à apprendre au jour le jour? Alors tu l'as touché, hein. Déjà j'ai la chance d'avoir une super équipe avec des gens compétents sur ces sujets. J'aurais du mal à travailler sans eux, je ne pourrais pas d'ailleurs, parce que j'ai pas ces compétences. Et donc là déjà c'est hyper confortable de me dire que j'ai des gens de confiance qui vont me parler aux clients, que je vais faire rentrer sur des problématiques spécifiques et puis qui vont aussi me mettre à jour. Donc je m'appuie beaucoup sur eux. Et puis après, on a la chance d'être dans un écosystème hyper dynamique dont tu fais partie aussi, où on se parle beaucoup entre experts, entre startups, entre boîtes. Et du coup, tu fais partie aussi de ces groupes WeChat où énormément d'informations circulent. Et en fait, on apprend vachement de l'information qui circule de façon assez libre, et il y a un flux d'informations qui est important, parfois je trouve trop important. On n'a pas le temps de pas tout gérer. Non, mais tu vois passer toutes les innovations, les decks, les articles, les posts, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est vrai que moi régulièrement au bureau, on voit un truc qui tombe, on a un groupe WeChat bureau, tiens t'as vu ça, puis on se met dans un petit coin et puis on dit regarde ça marche comme ça, il y a un nouveau type de mini-programme, génial, une innovation, et donc on apprend aussi tous comme ça, et donc ça rend l'activité hyper passionnante parce que c'est du live en fait. Alors justement, maintenant avec ce rôle, alors tu m'as repris tout à l'heure avant qu'on démarre, et tu m'as dit que tu avais un rôle très intrapreneurial, tu étais un intrapreneur on va dire, ou du coup ce qui veut dire que tu as un certain nombre de libertés dans le type de décision que tu vas pouvoir prendre pour
manager ton bateau ici, on va dire, tu es en bon capitaine. Entre ta vie d'avant et aujourd'hui, c'est vrai que ça t'a rendu plus visible, je pense, sur la communauté d'acteurs locaux. On parle de ces événements, de ces associations, de tous ces groupes, etc. Ce qui était quelque chose que tu faisais sûrement beaucoup moins avant, parce que moi je t'ai rencontré quand tu es sorti du groupe et que tu es devenu à la tête quand tu es arrivé à la tête de Spio. Tu le savais que cette communauté, elle était comme ça? Parce que finalement, tu vois, le genre de questions que je pose dans le podcast, à la fin, je demande toujours un petit peu justement comment tu t'accompagnes, comment tu continues à apprendre, est-ce qu'il y a des mentors et autres. Et en fait, la première chose que les gens me disent à Shanghai, c'est la communauté. En fait, on apprend tellement de choses. Et un peu, je pense qu'on est aussi un peu obligé de s'allier et de se dire, bah tiens, on va s'entraider parce que tiens, il y a une nouveauté qui vient d'arriver et qui vient complètement du monde chinois. Et nous, forcément, on l'adopte beaucoup plus tard que les utilisateurs chinois. Ouais. Et quand je vois des agences, des sociétés, comme la tienne, où vous êtes très très proche du marché local, et donc en fait, il y a des gens en interne qui ont dit tiens, regarde, il y a une nouvelle application, il y a un nouveau jeu, il y a un nouveau truc, et vous devez apprendre en fait en permanence de vos équipes locales, et puis de ce qui se passe en dehors. Ouais, mais c'est ça qui est passionnant, c'est le mix. En effet, tu as raison, on s'appuie beaucoup sur la communauté internationale qui essaie de digérer, d'intégrer toutes ces innovations. Autant qu'on peut, parce que c'est autant qu'on peut, parce qu'on comprend pas tout, parce que ça arrive en effet dans un deuxième temps souvent, et en même temps de challenger les équipes. Ici au bureau, on est sur 28, on est deux Français et 26 Chinois, donc d'apprendre de ces équipes et de les challenger, des choses qui leur paraissent évidentes, mais finalement quand on confronte tout ça, nous ce qu'on comprend de la communauté et puis eux la façon dont ils vivent ces innovations, si on arrive à confronter ça, c'est là où on peut arriver à sortir des trucs intéressants et puis proposer à nos clients des innovations qui font du sens du coup, parce que on parle nous principalement à des marques internationales implantées en Chine, et donc finalement arriver avec prendre ces informations des deux côtés et puis venir proposer à nos clients internationaux des solutions innovantes, quand on y arrive c'est canon, parce que Dans 3-5 ans, on se revoit, on refait un point. T'en es où? Je sais pas, peut-être à la plage. Mais je te parlais d'Australie. En Australie, voilà. Enfin. Enfin, peut-être. Mais écoute, non. Écoute, j'ai juste une petite anecdote. J'ai parlé je citerai pas la marque, mais j'ai parlé à un gros groupe hôtelier, un très gros groupe hôtelier, récemment, et au CEO ici. C'est pas Accor, mais qui me dit est-ce qu'il faut que tu m'aides, on écrit le plan 2030. Et là en fait je me suis marré devant lui, et parce qu'en fait il me dit mais quoi, et je dis mais en fait je sais pas comment est-ce que tu peux te lancer dans ce projet, parce que déjà dans 6 mois on a du mal à savoir ce qui va se passer. Et donc je lui dis mais plan 2030, il dit on a des plans à 10 ans, on est drivé par le siège pour écrire une stratégie à 10 ans. T'inquiète pas, c'est pas un truc. Je dis bah oui, j'espère que c'est pas trop précis, parce que si tu... Mais donc déjà, en disant, ça me paraît complètement fou, mais déjà 3 à 5 ans en Chine, honnêtement, tout ce qui va se passer. Tout peut se passer, quoi. Ouais. Regarde ce qui s'est... En 5 ans, WeChat est arrivé, on va dire. Enfin, on est passé de zéro social à tout social. Tu vois, le paiement, c'est incroyable ce qu'on a vécu, quoi. Ouais. Je pense que c'est avec du recul dans quelques années, quand on sera toujours en Chine, on aura quitté la Chine et qu'on repensera à ces années de développement digital en Chine, on se dira mais c'est incroyable les étapes par lesquelles on est passé sur une période de temps hyper courte. Et donc aujourd'hui, te dire où je serai en 3 à 5 ans, tu penses que ça va continuer comme ça, cette rapidité, cette inertie, ou est-ce qu'on va réussir à arriver à un certain niveau de maturité et un peu comme on l'a eu en Occident, on va dire, est-ce que tu penses que la Chine va continuer en permanence, c'est la course en avant, qui est aussi beaucoup liée au financement à gogo, tu vois, il y a un moment ça va peut-être s'arrêter tout ça, non? Ouais, moi je pense que ça va un peu trop vite. Que ça va, moi dans mon métier je me rends bien compte qu'il y a un décalage énorme qui est en train de se créer entre les innovations, la techno, ce qu'on est potentiellement capable de faire technologiquement, et les compétences des gens à qui on parle, et c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils peuvent pas suivre. Donc en fait les gens viennent te voir en disant moi je veux faire ça, un truc qui est hyper ambitieux, et puis finalement ils ont pas les basiques parce qu'en fait ça va trop vite, et je pense qu'on risque de le payer un jour, tu vois, de se dire mais en fait il y a un rythme de développement accéléré, normal, on peut peut-être aller un peu plus vite qu'ailleurs parce que c'est la Chine, parce que c'est un ovni, mais je pense que sur beaucoup de sujets ça va trop vite,
et qu'on risque de perdre du monde, des boîtes et des technologies qui vont en fait être développées de façon aléatoire ou pas suffisamment poussée. Pas assez abouti, voilà, pas assez poussé, pas assez abouti. J'ai l'impression parfois que ce tourbillon qui est passionnant, et c'est pour ça que tous, cette communauté dont on parlait, on vit ici et puis on se nourrit de tout ce qui se passe ici. Ouais. Mais par moments, j'ai l'impression qu'il va un peu trop vite et que je me dis waouh, où est-ce qu'il va nous emmener quoi. Ouais. Ah, ça, c'est impressionnant. Justement, ta famille, tes parents, ils comprennent ce que tu as décidé de faire en restant en Chine, en changeant de cap professionnel comme ça, ceux qui sont restés tous ceux que tu as laissés derrière en France, même tes associés sur l'autre société, ils comprennent ce que tu fais en Chine? Non, c'est pas simple de faire le bridge entre ta vie ici et puis ta vie, ton ex-vie ou la vie de ton réseau, tes amis, ta famille en Europe. Ce qui m'amuse toujours, c'est qu'en fait, peu viennent, enfin mes parents viennent souvent, mais parce qu'ils sont toujours venus en Chine de toutes les façons, mais peu viennent parce que c'est pas forcément le pays le plus sexy, puis ici ils ont des enfants, ils ont envie d'aller à la plage. Mais ceux qui viennent, ils en sortent, je vais pas dire transformés, mais séduits. Et ça c'est assez grisant parce qu'en fait, une fois qu'ils sont venus, après tu as des feedbacks différents et ils te disent waouh, maintenant je comprends ce que tu fais là-bas. Même s'ils comprennent pas les détails, mais je comprends pourquoi la volonté de rester là-bas. Exactement. Et ça fait plaisir parce qu'en fait parfois t'as l'impression qu'ils te prennent pour un fou. Ils ont souvent, la Chine a quand même mauvaise presse en Europe. C'est la politique, la pollution. Et finalement, quand les gens viennent découvrir ce pays, moi, j'ai pas de copains qui sont venus et qui sont repartis en me disant franchement, je comprends vraiment pas ce que tu fais ici. T'es un malade. La plupart te disent je le ferai jamais parce que ça me paraît fou. Mais vraiment, waouh, ça a l'air top. Tu vois. Et ça, c'est assez agréable parce qu'en fait, ils viennent, ils voient et ils changent d'avis. Et ça, c'est un truc qui fait plaisir. Merci beaucoup Jean-Baptiste, on a touché beaucoup de choses. T'as un parcours très intéressant, on voit que t'es passionné. Après toutes ces années, après tout ce que t'as fait, t'es quand même à fond. Et c'est normal, je pense qu'on est un peu tous comme ça. Comme je dis, on vient jamais, en plus encore aujourd'hui, on le voit bien, on vient pas à Shanghai pour le climat. On est là pour le boulot, pour l'énergie, pour la communauté, rencontrer des gens au parcours assez sympa. Moi, je suis bien content de t'avoir rencontré. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci, Gary. Et puis à très bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette conversation. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment avec Jean-Baptiste. Si c'est le cas pour vous, dites-le lui. Vous allez retrouver toutes les coordonnées de Jean-Baptiste Leblanc, de Splio et de ce qu'il a pu faire dans l'article qui va avec cet épisode. Donc laissez-lui des commentaires, dites-lui ce que vous en avez pensé, donnez votre avis également. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'on peut dire. Vous avez peut-être également des questions, on touche à des sujets qui sont compliqués, donc n'hésitez pas. Et puis si vous aimez ça, laissez-nous des likes, des commentaires sur les plateformes. On est à peu près partout, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Stitchers, Google Play et autres plateformes, mais également sur YouTube. On a une version audio maintenant des épisodes, donc je vous laisse prendre connaissance de tout ça et d'en parler autour de vous, puisque c'est comme ça qu'on va continuer à publier des nouveaux épisodes. Maintenant on est à peu près une 50aine d'épisodes, donc c'est grâce à vous et grâce au fait que vous écoutez ça régulièrement. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode.